François Bon, Les Carnets, une série que j'ai appelée IA Fiction comme Artificial Intelligence Fictions, ce qui veut dire tout simplement que il y a un devoir de veiller, un devoir de regarder comment ça marche, de prendre conscience là de ce qui se trame. Juste ça, c'est pas une question. Je dirais que c'est pour se renforcer nous dans le boulot autonome, dans notre liberté ou notre résistance d'artiste. Oui. Donc c'est pas la question de faire écrire ces outils pour soi, loin de là, plutôt de regarder ce qu'ils ont de différent, comment ça se tire la bourre là dans ce monde là qui évidemment a vocation hégémonique, évidemment avec tout ce qu'on sait de la gabegie écologique, de ces énormes trucs là pour aller des fois mettre une pincée de sel. Souhaitez-vous que je mette une pincée de sel ou je mette 2 pincées de sel? Tous les serveurs qui marchent et puis si tu mettais plutôt du persil. Mais justement dans ce cas-là, au moins tu as le persil. Alors l'idée, c'est pas de dire je vais lui trouver des prompts. Alors le prompt, vous savez, c'est hop là, c'est comme tu prends une seringue, tu mets un truc dedans et tu l'enfonces, tu glisses ton produit et il en sort du texte. Alors le prompt, c'est ça, parce qu'après, le prompt, c'est une cuisine. Tu mets un prompt, t'en mets un autre, tu rectifies, tu corriges, et au bout du compte, est-ce que tu pourrais avoir wow, quelque chose comme tu as en musique. Oh, c'est bien lisse, c'est les sphères célestes. Tu veux que ça ressemble aux Rolling Stones? Il n'y a pas de problème, on te fait un truc qui ressemble. Eh ouais, mais ce sera pas Charlie Watts pour autant. Et en littérature, c'est je dirais, les dangers, c'est quoi? Le danger en littérature, c'est que le texte, c'est si élémentaire à faire, ces combinaisons de langage, ces combinaisons de 0, de 1, c'est un bassin dénombrable. Rappelez-vous la bibliothèque de George Louis Borges. C'est-à-dire, tu prends des livres qui font chacun 400 pages, avec tant de caractères par page, et cette bibliothèque contient toutes les possibilités de combinaison de toutes les lettres que tu veux. Il n'y a aucun problème. Cette bibliothèque contiendra la totalité des livres écrits depuis l'origine. Sauf que comment les retrouver? Sauf que par hasard, une fois dans un truc, tu trouveras waouh, il y a 5-6 mots qui te réveillent une pensée qui appartenaient au Roméo et Juliette de Shakespeare. Bon, on est dans quelque chose où rien n'est inventé, rien de nouveau, mais on est dans cet océan de dépossession de nos artisanats par des machines est-ce qu'elles nous sont indispensables ou pas? C'est pas la question. La question avec ça, c'est dire comment, au contraire, en tant que travailleur du texte, prends Lautréamont, ça lui va bien, ça, Rimbaud, ces acharnés travailleurs, s'implanter des verrues sur le visage. Qu'est-ce qu'on fait ici? On va s'implanter à la façon de Rimbaud, quelques verrues sur le visage, et puis viendront d'autres horribles travailleurs. Nous, on tient à être encore de ces horribles travailleurs. Alors évidemment, écrire, tu prends un carnet, un crayon, et puis ça y est, ça marche. Pas besoin de quoi que ce soit d'autre, et c'est ça qui a donné tout ce qu'on révère, tout ce qu'on admire dans tout simplement le mot littérature et le fait de consacrer sa vie au livre. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut chercher? Alors oui, est-ce que tu as besoin d'aller rouler en montagne à 150 à l'heure pour être mieux conscient des précipices? Globalement, c'est pas mon approche. C'est plutôt se dire... là, alors qu'on est tellement encerclé, que c'est tellement intrusif, que on apprend autre chose. Les livres, aller mettre des livres dans les librairies, c'est magnifique les livres dans les librairies, j'en ai toujours plein sur ma table. Jean-Loïc Lequelec, Daniel Bourrion, Xavier Georgin, tiens, il y a un nouveau Quignard qui vient de paraître, un livre qui s'appelle
existence d'un ami belge de Namur. Donc évidemment, on est toujours là. Alors, est-ce qu'il s'agit du grand remplacement, du grand affadissement? Non, on est là, on tiendra le coup. Mais ouais, on sait bien que les formes, elles sont autres maintenant. Si tu veux du corps, eh ben le voilà, le corps. Donc ça passera par YouTube. C'est pas le truc, allez là, ces éditeurs, 4 bouquins chez Fayard, c'est l'extrême droite maintenant. Ah ben qu'est-ce qu'on fait? Et oui, on trouve d'autres moyens. Mais là, tu es sur YouTube et tu t'aperçois que YouTube eux-mêmes, là, c'est rempli de petits machins intrusifs, intelligence artificielle. Voilà, j'ai trouvé comment ça s'appelle. Au 8e épisode de cette série, on va trouver que ça s'appelle Artelligence artificielle. Alors, dans cet épisode d'Artelligence artificielle, j'ai voulu prendre quelque chose qui m'est précieux au plus haut point, y compris parce que Howard Phillips Lovecraft est mort à 46 ans, en mars 1937, et il a tenu de 1919 à 1934 ce qu'il appelle un commonplace book. Alors, commonplace book, c'est un vieux, par exemple, Samuel Johnson, quand il prenait des notes pour son dictionnaire, c'était son commonplace book. Dans les familles anglaises, comment tu traites une angine, comment tu traites une constipation, tu notes là, un commonplace book, c'est, alors longtemps en France on dit un livre de raison, dès que vous voyez livre de raison, je dis hop là, foutez le camp, c'est pas comme ça, mais Lovecraft c'est quoi? Et quand il lit, quand il rêve, quand il marche, c'est un grand marcheur de nuit, y compris toute l'année new-yorkaise, c'est du 20-25 bornes par jour, à pleine nuit, une nuit sur deux, et il prend il s'est cousu un petit calepin lui-même, c'est grand à peu près, c'est à peu près le même format que ses diaries. Là, moi, je travaille sur le New York Diary, le diary de l'année 1925. C'est un petit peu fait autrement, c'est un petit peu des fiches, un papier un peu épais qu'il a cousu lui-même. Il a calligraphié le titre à l'encre noire et rouge, Commonplace Book. H.P. Lovecraft. Et dans ses 15 ans, il va y insérer un peu plus de 200 notes qui chacune sont des sujets d'histoire. Alors c'est compliqué, moi j'ai même découvert ce manuscrit directement à la John Hay Library. Moi je venais pour travailler sur le journal 1925 et puis là dans le même carton d'archives il y avait ce Commonplace Book. C'est compliqué parce qu'en 1934 il en fait il l'échange, il le donne à ce jeune ami Robert Barlow qui est un adolescent à l'époque, il a 15 ans ou 16 ans mais il en fera son exécuteur testamentaire. Et Barlow le lui recopie à la machine sur des petites fiches, un petit classeur avec ces petits œillets en métal là qu'on claque et qui les referme, et à peu près de même format, en respectant à peu près la disposition typographique. Donc on a une deuxième version, mais sur cette deuxième version, Lovecraft va annoter. Alors, par exemple, il va mettre cette idée-là, je l'ai utilisée dans telle histoire, ou bien dans deux de ces histoires, ou bien ça vient de tel livre, ou bien il rajoute une date, c'est à ce moment-là. Et puis, non seulement il corrige des mots, il rajoute des petites notations, mais il en rajoute d'autres. Au total, on a plus de 220 sujets d'histoire. Alors évidemment, livre culte, qu'est-ce que ça veut dire? Auteur culte, livre culte, ça veut dire que de Stephen King, je ne sais pas combien, la liste n'est pas dénombrable des auteurs qui ont ce Commonplace Book, là, tout près, c'est-à-dire, moi je vous montre le mien, hein, je vous montre ma version scrupuleusement là avec l'anglais, la traduction française et plusieurs années là-dessus, et puis des notes pour resituer ça. Et c'est un petit ouvrage qui est au seuil chez Point en poche. Il coûte 6 balles, vous avez le lien ci-dessous, mais bon, vous êtes pas mal
à l'avoir déjà. Jusque-là, avant là, qu'on fasse ça, ça existait dans la grosse édition au bouquin. Alors vous avez 20 pages là, tout serré, numéroté. C'est une liste, quoi. C'est rien. Alors que qu'est-ce qu'ils font les Stephen King ou plein d'autres? Tiens, Philippe Castelnau là à Montpellier. Salut mon gars. Puis j'en connais d'autres. Tu prends ces idées, tu les développes pour toi. Ou bien tu cherches toi, tu es dans tes propres idées. Tu vas regarder c'est quoi une idée quand elle surgit. Cette idée quand elle est encore impalpable, quand elle est encore juste intuition. Et c'est ça le Commonplace Book, parce que c'est 220 fois la même chose sur 15 ans. Alors, l'idée, allez, j'ai dit Artelligence in fiction, c'est même plus ça que j'ai dit tout à l'heure, Artelligence in fiction, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, vous savez que c'est le 8e. Tenez, Ordi. Alors Ordi, c'est que moi je classe ça dans un gros PDF. On peut le télécharger sur mon site. Là maintenant, je crois qu'il y a 130 pages serrées. Voilà, expérience numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 5, 6, 7, 8. Et ça va s'appeler Lovecraft avec IA ou du fitness des écrivains. L'accès hypertexte à la playlist là, des vidéos comme celle-ci que je vais ajouter. Et dans ce PDF, on peut retrouver l'intégralité de la transcription de ces échanges avec ChatGPT, DeepSeek et évidemment là, ce Claude de Anthropic. Et j'ai repris donc la figure maintenant qui marque un petit peu cette expérience de Claude Shannon. Et Claude Shannon, que j'ai mis en épigraphe là, de mon gros PDF, évidemment un des fondateurs des théories de l'information, d'où le fait que Anthropic, cette boîte américaine concurrente de OpenAI qui produit le chat GPT, a établi, là, elle aussi, ce qu'on appelle agent conversationnel. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, il y en a qui disent toujours l'IA. Ça veut plus rien dire. C'est pas une généralité. C'est pas comme on dit le livre. Non. Il y a des agents conversationnels très différents selon les plateformes. Et celui-ci s'appelle Claude en son honneur. Et on va de suite aller y voir. Alors, ce que je lui ai dit en préambule, aujourd'hui, même si Claude Shannon ne l'a pas croisé, je voudrais vous proposer de travailler sur un écrivain américain du Rhode Island, Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft tient, 15 ans d'affilée, un carnet de notes qu'il a cousu lui-même, dans lequel il inscrit des sujets d'histoire dans son registre habituel où la peur est le matériau premier. Dans ses plus de 200 thèmes et sujets d'histoire, accumulés de 1919 à 1934, je voudrais que nous tentions d'en amplifier quelques-unes. Non pas en faisant des simulations rédactionnelles. Là, pour moi, c'est très important. Vous n'en êtes pas encore capable. Dès que tu vois maintenant un truc, tu dis, ça, IA. Et c'est pareil pour les images. Et c'est plus difficile avec les vidéos. Et évidemment, on referait la même chose dans un an, ce sera encore plus difficile. Mais c'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut mettre les mains dans le cambouis. Vous n'en êtes pas encore capable, et moi non plus. Ce ne serait pas à la hauteur des récits que Lovecraft lui-même a pu développer d'après ses notes. T'as qu'à essayer de prendre Lovecraft et puis le mettre dans DeepL ou un autre traducteur avec intelligence artificielle, tu verras bien le résultat. Et la traduction, ça triche pas. C'est pareil, on s'est marché sur le vide, c'est jouer l'abîme. Si tu joues pas l'abîme, ça sert à rien. Mais justement, l'abîme, explorons-le. Nous allons procéder à l'exercice suivant, garder la forme de la note, son style presque télégraphique, en amont d'une idée de rédaction, mais amplifier ces notes jusqu'à l'étape qui précéderait, pour un auteur humain, ainsi mieux armé, l'étape de la rédaction. Voici un premier exemple, et on va y aller. C'est-à-dire que pour moi, la question essentielle là, c'est on va entrer, je crois qu'il y a 5 ou 6 de ces sujets d'histoire de Howard Phillips Lovecraft, et on va les pousser, toujours la seringue, là, nos prompts, jusqu'à obtenir quoi? C'est être mieux armé, parce qu'à un moment, il faut le relais.
À un moment, tu as fait des gammes comme le violoniste, il fait les gammes de la main gauche, il fait les exercices du poignet, Schladiak, de la main droite, et puis à un moment donné, tu vas jouer tes gammes, tu vas reprendre un petit peu de Bach ou ce que tu veux, et puis après, tu seras armé pour aller sur scène, où la musique commence à partir de rien, parce qu'elle commence sur la scène. Et nous, l'écriture, il y a ça. C'est-à-dire, à un moment donné, évidemment, l'écriture, non, il n'y a pas d'aide, c'est seul et c'est le vertige. Mais en amont de ce vertige, est-ce que ces outils peuvent nous apporter quelque chose? Est-ce que ces outils peuvent contribuer à nous armer plus? Et c'est pour ça que j'ai mis le mot fitness dans le titre. Alors on y va. Voici un premier exemple. J'ai pris tout simplement une des toutes premières là qui sont dans les 200 du livre, et on va les suivre dans l'ordre tout simplement. Récit d'horreur, Horror Story. Un homme rêve de tomber, retrouvé sur le plancher, écrasé comme s'il était tombé d'une immense hauteur. Voilà. Page, ça c'est le 4e du Commonplace Book. Et c'est parti, donc clique, donc on envoie ça, enrichissement du sujet Lovecraftien, il y a toujours un petit blanc, la machine prend son temps, et puis ensuite ça s'écrit, on est à peu près à ce rythme-là de défilement à écran, via une ligne, après une ligne, après une ligne, après une ligne, puis à un moment ça s'arrête. Alors, enrichissement du sujet Lovecraftien, la chute, c'est lui qui donne les titres. Voici comment on pourrait amplifier cette note télégraphique en restant dans la forme préparatoire, tout en l'ancrant dans le contexte biographique de 1925, Lovecraft à New York. Un homme, locataire misérable, pension délabrée dans Clinton Street. Il souffre d'insomnie chronique due à la promiscuité aux odeurs, au vacarme urbain. Chaque nuit, lorsqu'il parvient enfin à s'assoupir à l'aube, le même cauchemar, une chute vertigineuse à travers des strates de réalité, des couches géologiques de temps, non pas une chute dans l'espace physique, mais à travers des époques, des civilisations oubliées, vers un socle primordial. La propriétaire le découvre, un matin, corps brisé sur le plancher nu de sa chambre du 2e étage, membres désarticulés selon des angles impossibles, comme écrasés par une chute depuis des centaines de pieds. Mais les fenêtres sont fermées de l'intérieur. Voilà, ça c'est la proposition. Alors, par exemple, toi tu peux dire, tu pourrais lui dire, au 169 Clinton Street, c'est une Madame Burns qui est la logeuse de la pension, mais c'est pas la propriétaire, c'est secondaire. Et par contre, quand tu vois chute dans l'espace physique à travers des époques, des civilisations oubliées, tu vois bien que là, pour te répondre, il a été pioché dans l'ensemble de ce qu'il sait et peut ramasser sur toutes les notices concernant Howard Phillips Lovecraft. Élément à développer, le carnet trouvé près du corps, description fragmentaire de civilisations antédiluviennes, de gouffres temporels. Les autres locataires, immigrants récents, déracinés, tenaient rêve dans la maison de la sorcière. On les a, ces immigrants. C'est fascinant. Dans Rêve de la maison de la sorcière, on a une pension aussi. À un moment donné, on a le portrait de tous ces immigrants, là, pauvres, dans les couloirs. Puis avec l'étudiant qui, évidemment, lui, est un étudiant en mathématiques qui fait ses voyages là, depuis les courbes de Riemann. La cave de la pension, fondation anormalement profonde, creusée bien avant la construction du bâtiment actuel. Tiens, justement, avant-hier, dans le petit calepin, il y avait Lovecraft qui dit « je suis parti à réfléchir, à gamberger sur une histoire où, en creusant dans New York, on découvrait des colonnes corinthiennes. Hypothèse finale, non résolue, etc. » Et puis, encore une ouverture. Et c'est ça qui est fascinant aussi. C'est que tu pourrais te laisser griser à ces éléments que toi, c'est quoi la littérature? C'est attendre. Et à un moment donné, tu cueilles l'attente. Et lui, il t'offre là des pistes. Et si tu te laisses attraper, ce sont des pistes que tu n'as pas eu besoin d'attendre. Là, il y a du danger. Il propose, par exemple, là, Claude, le médecin légiste note une usure étrange du corps, non pas trauma récent, mais érosion, comme un objet ayant chuté pendant des siècles. Tu as, là, à ta disposition, le développement d'un récit qui n'appartient plus à Lovecraft, mais qui peut appartenir à toi. Et ça peut être grisant. Tonalité, misère urbaine américaine, Brooklyn comme palimpseste de temporalité enfouie. Et allez, moi je reprends la parole.
Alors, on y va. Et moi, je vais vous lire, là, chaque fois, mes interventions. Nous allons continuer à explorer ce territoire. J'insiste sur la nécessité rédactionnelle de conserver le côté note, une phrase unique avec des virgules et tirets, ce que fait Lovecraft, accent sur les phrases nominales, parce que quand il met des verbes, là, un homme souffre d'insomnie lorsqu'il parvient, etc. Le propriétaire le découvre. La question du verbe, tellement essentielle en langue française. Phrase unique sur les virgules et tirets, accent sur les phrases nominales, nouveau sujet, et là, je lui ai pas demandé de retravailler. Les autres, on va petit à petit s'attarder à travailler. Là, j'étais sur le 4, je prends alors celui directement, le 5, la page en vis-à-vis, là, dans mon Commonplace Book, et je vous répète, 6 balles dans toutes les bonnes, dans tous les bons relais de gare. Heureusement que j'ai ça. Comment on prendrait le luxe, là, de faire ce qu'on fait si on n'avait pas... Non, la joie que des gens vont plus loin et achètent des livres. Et je vous mets le lien dessous si vous voulez le recevoir dans votre boîte aux lettres après-demain. C'est quoi? Narrateur, c'est drôle, vous voyez, récit d'horreur, il y a toujours cette mise en place dans Lovecraft, là je disais Édouard Louis, du cadrage. Le cadrage, narrateur qui marche le long d'une route de campagne inconnue, arrive dans un pays étrange et irréel. Typiquement, là, vous savez, si vous suivez mon site, j'ai des histoires de Lord Dunsany, en particulier un ensemble qui s'appelle 51 Tales, 51 histoires. Et là, typiquement, c'est un thème, on dit, tiens, là, il prend le truc de Dunsany, il veut se l'appliquer à lui. Alors, on y va. Nouveau sujet, narrateur qui marche le long d'une route de campagne inconnue, arrive dans un pays étrange, irréel. Enrichissement du sujet, alors toujours ce enrichissement. Et il s'explique. C'est moi qui lui demande, je lui dis pas de remplacer. Il dit note enrichie, forme pré-rédactionnelle. Ça, c'est lui qui nous le spécifie bien. Le titre, pas d'importance, hein, il l'émet par un truc, on s'attachera à ça plus tard. Narrateur marche le long d'une route de campagne inconnue. Et là, ce qu'il ajoute, Vermont, aux régions des Catskills. Waouh! Ouais, mais le Vermont, ça a compté énormément pour Lovecraft. Et puis, les Catskills aussi, il a des récits qui se passent là dans ces espèces de montagnes reculées. En 1925, avec Jim Morton, qui habite à Patterson, fait souvent des excursions là en remontant l'Hudson vers les Catskills, soit depuis Patterson, soit en remontant l'Hudson avec les Belknap longues, etc. Donc, tout d'un coup, tu te dis, c'est pas n'importe quoi. Moi, je n'avais pas parlé des excursions régulières de Lovecraft dans les Catskills. Ne se souvient pas de comment il y est arrivé, ni depuis combien de temps il marche. Alors, à la limite, tu pourrais supprimer la première phrase qui reprend « marche le long d'une route de campagne inconnue ». Mais, tiens, route de campagne inconnue, ne se souvient pas comment il y est arrivé, ni depuis combien de temps il marche. Lumière étrange, soleil à angle impossible, ombre qui tombe dans plusieurs directions simultanément, borne kilométrique avec inscriptions en anglais mais syntaxe incorrecte, nom de ville qui n'existe sur aucune carte, végétation familière mais subtilement différente, arbres aux feuilles d'une géométrie légèrement déviante. Tenez, il y a un Lovecraft qui s'appelle Couleur tombée du ciel. Color out of space, qui est exactement avec ça comme point de départ. Oui, je vends ma Camelot aussi, hein, le Color out of space, il est là aussi dans la même collection. Et puis les premières fermes, architecture coloniale, village au bout de la route, je laisse tomber. Hypothèse finale, certaines routes ne mènent pas vers d'autres lieux géographiques. Certaines routes ne mènent pas vers d'autres lieux géographiques. Qu'est-ce qu'une route qui ne mène pas à un autre lieu géographique? Et oui, c'est là où le jeu mécanique ou algorithmique de ces outils, de ces applications génératives, nous déporte dans nos usages mentaux. Quoique, dans un rêve, et on va y venir, on aurait pu avoir ça, mais vers des approximations de notre réalité, des Amériques parallèles, construites par des intelligences qui imitent sans comprendre. Comme si tout d'un coup, tu avais l'autoportrait de Claude, application générative à l'intérieur du texte. Tonalité, étrangeté croissante, familiarité qui se dégrade, terreur de l'imitation imparfaite. À moi!
T'as quelque chose à dire? Ah ouais, c'est du ping-pong. Oui, c'est beaucoup plus ce que je cherche. À noter qu'un séjour de Lovecraft au Vermont en 1928 lui donnera la matière d'un de ses meilleurs récits, The Whisperer in Darkness. Voici un autre exemple où nous conserverons ce principe de phrase unique. Et là, je prends un suivant. Alors, c'était pas... Vous voyez, pour l'instant, je ne le fais pas retravailler. Je m'acclimatais. Alors, 5, 6, 7. Voilà, c'est la page suivante. Récit d'horreur, la main sculptée ou une autre main artificielle qui étrangle son créateur. Et on y va. Enrichissement du sujet, la main. Sculpteur obsessionnel, atelier isolé, Nouvelle-Angleterre. Travaille depuis des mois sur une main monumentale, en bois de chêne noir, d'après moulage de sa propre main, mais agrandie, proportion quasi architecturale, veine sculptée avec précision anatomique maniaque, ligne de vie gravée si profondément qu'on pourrait y glisser un doigt, ongles en ivoire incrustés, motivation obscure, reproduire la main parfaite, la main platonicienne. Donc là tu te dis, ah, il me donne une faiblesse, dont toutes les mains vivantes ne seraient que copies dégénérées. Au fil des semaines, sa propre main droite s'atrophie mystérieusement. Muscles se rétractent, tendons se raidissent, comme si la vitalité migrait vers la sculpture. Nuit où il entend le bois craquer, non pas contraction due à l'humidité, mais flexion organique, articulations qui s'assouplissent. Matin fatal, la main sculptée a changé de position sur l'établi. Les doigts qui étaient étendus sont maintenant refermés et lui retrouvé étranglé dans son atelier, marques au cou correspondant exactement aux dimensions de la main sculptée. Mais la sculpture est redevenue inerte, figée dans sa pose originale. Hypothèse des enquêteurs, là, voilà une ouverture. Moi, je n'avais pas parlé, ni Lovecraft, d'enquête. Hypothèse des enquêteurs jamais formulée, en cherchant à créer la main idéale, avait-il donné forme, etc. Toute reproduction trop exacte, toujours ces trucs d'autoportrait à la fin, ne serait-elle pas une invocation involontaire? Ok, merci, je dis, je reprends la parole. À travailler ainsi, on s'écarte du modèle initial probable de Lovecraft pour cette histoire, le « Horla » de Guy de Maupassant. Lovecraft, dans sa bibliothèque, avait évidemment plusieurs Maupassant, et pour lui, c'est comme Huysmans, comme Baudelaire, c'est des lectures qui font vraiment partie, d'autant plus que c'était traduit aux USA par Edgar Salt, c'est un écrivain qui vient juste de mourir, mais pour lesquels ils avaient une grande, grande révérence, lui et ses amis. Donc Lovecraft est chez lui, chez Maupassant. On essaye une version sans adjectif du même texte, ouais, parce que les adjectifs, sculpteur obsessionnel. Bon. Veine, sculptée, non, là c'est pas tout à fait ça, mais la main parfaite, surtout cette main platonicienne. Non, comment je peux t'empêcher ça? Alors, on essaye une version sans adjectif du même texte, lui dis-je, en développant par exemple qui est ce sculpteur. Et là, je lui donne des billes. Dans son Appel de Cthulhu, vous le savez, c'est le livre de toute ma collection, là, des 9 titres en point. Cthulhu se vend plus que tous les autres réunis. Ce qui est bizarre, parce que pour moi, c'est pas le meilleur des textes. Mais bon, c'est une autre discussion. Dans son Cthulhu, Lovecraft dresse le portrait d'un étudiant en sculpture à l'école d'art de Providence, le RISD, le fait qu'il a pu rêver en amont cette main qui l'effraie, et bravo pour la piste de l'enquête. Eh ben, il y va! Étudiant en sculpture aux Beaux-Arts de Providence, 23 ans, chambre sous les combles, près de Benefit Street. Il commence en février à rêver d'une main, toujours la même, flottant dans un espace sans lumière ni obscurité, main aux proportions qui dépassent l'humain, mais reste reconnaissable, rêve récurrent pendant 3 semaines. Au réveil, dessine compulsivement ce qu'il a vu, croquis qui couvrent les murs de sa chambre, détail des phalanges, réseau des veines, cartographie des lignes palmaires. Mars, emprunte de l'argent, achète un bloc de chêne, commence à sculpter, non pas d'après modèle vivant, mais d'après ses rêves, travaille la nuit surtout. Le professeur remarque ce changement, la main droite tremble maintenant, perd sa dextérité. Il doit terminer la sculpture avec la gauche principalement. Avril, la sculpture achevée, posée verticalement, et puis évidemment, le matin du 20, trouvé mort, marques au cou, doigt du cadavre recroquevillé comme s'il avait tenté d'arracher quelque chose. Il rajoute une nuance.
la paume maintenant tournée vers le bas, geste d'écrasement ou d'étranglement. Carnet retrouvé dans ses affaires. Elle veut revenir. Je l'ai rêvée avant de la faire, mais elle existait avant mes rêves. On n'y est pas chez Lovecraft un petit peu? Oui, on va conserver cette contrainte stylistique, lui réponds-je, qui rajoute à la tension objective de la langue. Ajoutons un niveau de difficulté. Voici la note suivante de Lovecraft. Alors, on était dans le 7, je crois bien. Récit d'horreur, de nouveau. Je suis toujours dans le début. On n'a pas fait ça pour les 200, hein. Mais on aurait pu. Alors, on est dans la 8. Horsto. H-O-R-S-T-O. Horsto. Horsto, c'est ton pote. C'est le récit d'horreur. Récit d'horreur. Horsto. Un homme a rendez-vous avec un vieil ennemi, meurt. Le corps va au rendez-vous. Et là, tu vois bien que je lui fais pas de cadeau. Je l'emmène dans quelque chose de bien plus savant. Alors, on tente, dis-je, même si je n'ai aucun élément concret pour vous aider, mais quand même. On peut se situer, pourquoi pas, à Boston, ville que connaît si bien Lovecraft, utilisée comme cadre de son récit de jeunesse, Herbert West Reanimator. Et je le cite parce que c'est Boston, donc où il y a le MIT, et puis Cambridge, etc., donc où étudie en même temps que Lovecraft est à Providence, ce Claude Shannon. Récit d'horreur, le rendez-vous posthume. 2 hommes, une querelle qui remonte à leurs années à l'université, Brown, Harvard, début du siècle, une brouille jamais explicitée, une rancune qui traverse 20 ans. Juin 1924. Une lettre arrive à Boston, proposition de rencontre pour régler enfin leur compte. Le lieu précis est indiqué, une taverne du quartier de North End. Je connais Boston, je connais pas le North End. Le 17 juin, 8h du soir. Le destinataire accepte par retour de courrier, sentiment de soulagement presque, en finir avec 2 décennies de cette brouille. Mais le 15, il meurt dans son appartement de Beacon Hill. Crise cardiaque, selon le médecin, appelé en urgence. C'est peineux, là, hein. 8h moins le quart, le domestique remarque que le corps a disparu du cercueil. Les vêtements funéraires abandonnés sur le capiton de satin. 8h10, dans la taverne de North End, le vieil ennemi attend seul à une table du fond. Personne n'est venu. Il commande un second verre. Le barman, interrogé plus tard, décrira un client étrange. Entré à 8h pile, la démarche raide, visage dans l'ombre malgré l'éclairage au gaz, qui s'est assis face à l'homme qui attendait. Conversation muette pendant quelques minutes. Puis tous les 2 sont sortis ensemble le lendemain matin, corps retrouvé dans le cercueil en place, mais les vêtements de ville portés la veille sous les habits funéraires maintenant humides sentent la sueur et le tabac de la taverne. Quant au vieil ennemi, on ne l'a jamais revu. Ding dong dong, à moi! Dans les premières années de son passage à la fiction, alors qu'il approche de la trentaine, là je vais le faire retravailler. Lovecraft transcrit plusieurs fois ses propres rêves, en particulier dans sa correspondance avec un ami un peu plus jeune, Alfred Galpin, alors étudiant à Madison, Wisconsin, et reprend ensuite ce récit de rêve sous forme de fiction, l'exemple le plus connu étant son récit Nyarlathotep. Pour moi, c'est une phase très importante dans Lovecraft qui fait des articles de scientifiques, des critiques littéraires, qui a des responsabilités nationales et régionales et locales. Providence, Boston et puis New York dans ce mouvement de la presse amateur, UAPA, l'Union de la presse amateur, ça dit pas bien toute cette effloraison là, dans tous les États-Unis. Et c'est là où il s'essaye à la fiction. Et une de ces fictions, c'est le moment où il commence à correspondre avec Samuel Loveman, qui lui est à Cleveland. Et dans son rêve, Loveman, qui lui est un écrivain de son âge, mais qui a déjà publié, et a publié aussi une correspondance avec Ambrose Bierce, leur maître. Donc Loveman, beaucoup plus avancé par rapport à Lovecraft, à cette époque-là, extrêmement renfermé. Et dans son rêve, Loveman descend dans la terre, équipé d'un téléphone, et lui, il déroule le câble du téléphone, quand tout d'un coup, tout au bout de la descente, le type pousse des cris « Sauve-toi,
sauve-toi, j'ai un truc. Mais vous voyez, il y a l'intervention tout passe par le téléphone. Et c'est là, donc il y a d'abord le rêve, et ensuite Lovecraft, le récit, le réécrit, et ça fait ces deux fictions. Alors ce que je lui dis, moi, et si depuis la version précédente, on faisait le contraire, on revenait à un récit de rêve. Récit de rêve, transcription pour correspondance. Rêve de la nuit du 14 au 15 juin. Je me trouvais dans une chambre qui ressemblait à mon ancien logement de College Street. Mais les proportions en étaient altérées, plafond trop bas, fenêtres donnant sur des rues que je ne reconnaissais pas. Conscience dans le rêve d'avoir rendez-vous avec quelqu'un, obligation ancienne, dette ou serment, dont je ne me rappelais plus l'origine, mais dont le poids m'écrasait. Je regardais l'horloge sur la cheminée, les aiguilles qui avançaient par saccades, le temps qui se contractait, sentiment soudain de ne plus habiter mon corps, comme si j'avais enfilé un vêtement trop étroit, chair devenue costume, mal ajusté. Je me levais pour sortir, mes jambes bougeaient avec retard, les muscles répondaient aux ordres de ma volonté, mais avec un délai. Marionnette activée, actionnée par des fils invisibles dans la rue, Boston, mais pas Boston, architecture familière, mais déplacée, les tavernes et boutiques au mauvais emplacement. J'entrais dans un établissement sombre, des hommes attablés qui ne levaient pas les yeux, fumée épaisse au fond de ça. Voilà. Et tu vois comment il suffit qu'à chaque fois tu lui presses le citron un petit peu, et t'as un autre jus. Alors là, moi je lui balance toujours, c'est comme En attendant Godot, quand il y a Pozzo qui arrive avec son esclave. Je trouve assez banal votre emploi de l'imparfait, lui dis-je. Il me semble que lorsqu'on écrit un rêve, on le revit au présent de l'indicatif. Puis gentil, on essaye. Rêve de la nuit du 14 au 15 juin, je me trouve dans une chambre qui ressemble à mon ancien logement de College Street. Mais les proportions en sont altérées, plafond trop bas, fenêtres donnant sur des rues que je ne reconnais pas, conscience dans le rêve d'avoir rendez-vous avec quelqu'un, obligation ancienne, voilà. Ben ouais, et le présent, ça marche. Alors ça suffit, je l'embête plus. Bah si, je l'embête. Oui, mais, dis-je, on a trop laissé disparaître l'idée du mort qui va au rendez-vous, la menace que cela comporte, et ce qui se passe entre les deux protagonistes. Si celui avec qui on a rendez-vous ne sait pas qu'il a affaire à un mort, et réciproquement, la conscience que peut avoir le rêveur qu'il est effectivement mort et se voit agir en mort. Désolé de la contrainte, le consolai-je, c'est la rude loi du fantastique. Alors, forme, rêve initial, présent, corrigé. Rêve de la nuit du 14 au 15 juin. Je me trouve dans une chambre qui ressemble à mon ancien logement, College Street. Mais je comprends immédiatement que je suis mort. Pas souvenir de la mort elle-même, mais certitude absolue. Mon corps étendu quelque part ailleurs, pendant que cette conscience se persiste. L'horloge, 8h moins le quart. Rendez-vous pris il y a longtemps avec ce vieil ennemi querelle dont l'origine m'échappe, mais l'obligation demeure plus forte maintenant que je suis mort. Comme si la mort rendait les serments contraignants. Je tente de bouger. Le corps répond, mais de façon mécanique, automate, actionné par la seule force de l'engagement pris. Chair raide, je me lève, marche sans respirer, parce que plus besoin de respirer. Dans la rue, Boston, mais Boston vu par un mort, couleurs éteintes, bruits assourdis. Mine de rien, c'est plus... le mort parle, le mort agit. Et ça aussi, prenez Cool Air, cette histoire dans le Hell's Kitchen de New York. On a ça, là, ce type qui se fait des bains d'ammoniac, et puis en fait, il y a 10 ans qu'il est déjà mort. Alors, évidemment, je vous laisse là, c'est le texte que j'ai lu, évidemment, c'est directement ce que là, lui, l'application... L'agent conversationnel me renvoie. Et vous avez ça, évidemment, dans le PDF, si ça vous intéresse d'aller travailler plus à fond. Ou, tout simplement, faites-en autant. C'est tout simple. Et peut-être même, ce serait là, le truc, tu vois. Je me souviens dans Rabelais, à un moment donné, c'est dans cette rencontre avec l'avocat. Pantagruel et Panurge, Panurge qui s'en prend à Pantagruel, ou le contraire, plutôt pas... Pantagruel qui dit à Panurge, vos paroles, vendez-m'en donc. Et l'autre qui répond, vous vendre parole, cet acte des avocats, à quoi bon vendre de ce dont on a à profusion? Pour moi, tu vois, peut-être le basculement majeur, et qu'on n'ose peut-être pas encore aborder dans sa plénitude, c'est que à quoi ça sert d'aller au bout du texte si précisément
chacun d'entre nous est capable de reconstituer l'expérience qui le fait surgir. Et là, on a un espace esthétique qui est celui du surgissement même, qui devient l'instance essentielle. Ah oui, mais c'est une instance qui appartient à la création littéraire. Donc on est encore chez nous. Et donc, c'est pas le remplacement de l'humain par la machine, c'est l'humain qui contraint la machine à une autre instance de quoi? De la fiction. Et là, oui, faut mettre les mains dedans. Oui, on approche, je lui complimente, dans des récits comme L'Innommable, que Lovecraft crée sur des thèmes approchants. Il rend hommage à deux de ses maîtres en prose poétique. Edgar Poe, bien sûr, mais surtout Lord Dunsany. Dunsany... Pub téléphonique, on a marre, il y en a marre. Je la laisse. Alors, qu'est-ce que je lui dis? Dunsany propose des fictions à peine plus longues que ce que nous venons d'écrire, mais avec une fine nuance de couleur, un peu comme chez des peintres comme Burne-Jones, les pré-raphaélites, comme on disait, une nuance un peu vaporeuse, l'impossibilité de gestes qui rejoignent le réel et qui renforce encore bien sûr la part poétique de la prose, mais son caractère insistant, rémanent. Et je lui dis, sans alourdir ni grossir trop le texte, donc plutôt en le comprimant, laisser venir des sensations, perceptions, toucher, oui, odeurs, perspectives architecturales, maisons et rues. Et il recommence. C'est infatigable. Alors que nous, les auteurs, moi, quand j'en sors, là... Rêve de la nuit du 14 au 15 juin. Je me trouve dans une chambre qui ressemble à mon ancien logement, College Street. Mais dont les murs ont cette qualité pâle du plâtre ancien sur certaines lunes. Je comprends immédiatement que je suis mort. Pas souvenir de la mort elle-même, mais certitude douce et froide, mon corps étendu quelque part ailleurs, pendant que cette conscience persiste comme un fumée, garde forme du feu éteint... 8h moins le quart, rendez-vous pris, etc. Le corps répond, mais de bois articulé plutôt que chair, genoux qui plient selon angle mécanique. Le plancher sous mes pieds semble plus distant qu'il ne devrait. Drôle d'idée, comme si je marchais sur quelques pouces d'air invisible dans la rue Boston, mais Boston vu à travers un verre légèrement teinté, couleur de sépia, de cendre, la brique des maisons plus roses qu'elles ne sont, pavés luisants d'une humidité qui n'est pas une vraie pluie, lampadaires au gaz diffusant à l'eau vaporeux, limite flou. Voilà. Et il y va, qui me parviennent comme murmures dans une cathédrale lointaine. J'entre dans la taverne de North End, l'odeur de sueur et de houblon qui existe en souvenir plutôt qu'en sensation, fumée qui dessine des volutes trop lentes, presque délibérées. Les hommes attablés ont cette immobilité de figure dans les tapisseries anciennes. Et tu prendrais pas au sérieux. Alors évidemment, on n'est pas chez ChatGPT, on est là chez Anthropic, donc le concurrent d'OpenAI. Et waouh, disons que pour moi maintenant, c'est joué quoi. Je reviendrai pas à ChatGPT, je resterai là dans cet outil-là. Mais qui dira? Alors c'est pas la question de dire, vous savez, ouais, on reconnaît que c'est une IA parce que j'ai appelé ça littérature surgelée, j'ai appelé ça littérature sans odeur. Ouais, mais là, tout d'un coup, et à quoi ça tient? Ben, ça tient à ce que toi, tu lui demandes. Et ça, je suis revenu dans toutes ces expériences. La question de cette, comment j'ai dit, intelligence artificielle, c'est pas là de lui faire étape et puis étape et puis étape, c'est comment toi tu formalises avec ton savoir, avec tes lectures, avec ton attente d'artiste, ce qui veut dire quoi? Avec ton anxiété, avec ton putain de corps, avec ton âge. Eh bien toi tu lui demandes ce qui compte pour toi. Et si tu le formules à ce point-là, elle va monter. Si tu le formules pas, blablabla. C'est peut-être ça qui vaut le coup d'aller se dépoitrailler un peu, là, pour en faire des exercices. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Ça n'a pas d'importance. Moi, je continue.
Alors, qu'est-ce que je lui dis? On progresse encore. Me gêne l'insistance du jeu. Quand Lovecraft reprend dans ses récits les rêves transcrits pour Galpin, il s'invente un double, un écrivain qui s'appelle Randolph Carter et qui deviendra un personnage récurrent de plusieurs histoires, y compris son roman plus développé, The Case of Charles Dexter Ward. Que deviendrait ce texte en remplaçant le jeu par ce personnage double de l'auteur? Et là, maintenant, on va faire du Randolph Carter. Mais Lovecraft a plein de récits avec Randolph Carter. Un double. Randolph Carter se trouve dans une chambre. Bon, là, je vous le laisse un petit peu... bon, faut qu'on accélère. Hein. Alors, note suivante. Vous voyez, c'est-à-dire que là, je n'ai pas insisté. C'est pas. Je voulais. Là, je pensais aussi à l'exercice. Et je dis bien, on pourrait faire ça et pousser à fond sur chacune des 220 choses des sujets, d'histoire. Oui, j'ouvre le 78. Marcher dans un labyrinthe de rues étroites et pauvres, percevoir une lumière lointaine, les rites jamais dévoilés d'un grouillement de voleurs comme la cour des miracles. Entre parenthèses, dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo. Une pension sinistre, des portes fermées, jamais ouvertes. Et là, c'est le 10, et le 10, c'est une ligne, c'est très bref. C'est le rêve de voler au-dessus d'une ville. Alors là, je lui développe un petit peu. La note part d'un archétype du rêve, le rêve de vol, mais transporté au-dessus d'un paysage urbain, une ville non nommée ici. Lovecraft, pourtant, connaissait bien les peintres et photographes travaillant dans les années 1920 sur les représentations de New York, comme Arthur Godwin, formidable, ou Alfred Stieglitz. Pour les deux, là, on a des témoignages dans le carnet 1925 qu'il va à des expositions. Voici la note de Lovecraft, donc contexte nocturne, vol en surplomb d'une ville, et si réellement un rêve, cet hiver, mal chauffé dans la petite chambre de Brooklyn, alors que lui-même, seul ou avec ses amis, George Kirk, Frank Belknap Long, Sam Loveman, est un explorateur et marcheur infatigable du New York de nuit, avec le Brooklyn Bridge, décrit par son contemporain Hart Crane, ou les Elevated, ces métros aériens qui faisaient tout New York, mais à hauteur là, du 2e étage, les métros fonctionnant toute la nuit, les chantiers de gratte-ciel, le rêve de voler au-dessus d'une ville, écrit Lovecraft. Comment pouvons-nous donner corps à cette note? Lovecraft, rêve de la nuit du hiver 1925. Randolph Carter se trouve suspendu au-dessus d'une ville, non pas une chute, mais sustentation, corps horizontal dans l'air glacé, bras écartés non pour planer, mais simplement maintenu ainsi par une densité différente de l'atmosphère nocturne. Sous lui s'étend la grille des rues illuminées, la géométrie de Manhattan, mais déformée, certains blocs trop longs, avenues qui bifurquent selon des angles impossibles, altitude difficile à estimer, assez haut pour voir cette configuration entière des îlots, assez bas pour distinguer tramways sur rails, les lueurs oranges des elevateds qui traversent la nuit sur leur structure métallique, les étincelles bleues où les pantographes touchent les caténaires, déplacement non par volonté, mais car, etc., etc., etc. Pareil, vous l'avez dans le PDF. Et là, qu'est-ce que je lui réponds, moi, avec ma mauvaise volonté? Alors ouais, parce que je vous donne la fin quand même. Reconnaît soudain les rues sous lui, il se rapproche de Clinton Street, de sa propre chambre, il voit son immeuble, la fenêtre de sa mansarde, c'est pas une mansarde, c'est juste au premier étage, lumière éteinte, mais quelque chose qui bouge à l'intérieur, une forme allongée sur le lit étroit, c'est qu'il se voit lui-même dormir. Archétype permanent des rêves, lisez Freud. Comprend qu'il regarde son propre corps endormi, que cette chose qui vole n'est que sa conscience détachée, que descendre maintenant signifierait réintégrer ce corps gelé dans sa chambre sans chauffage. Là, en ce moment, on a toutes les aventures de Howard Phillips Lovecraft avec qui s'achète un petit poil de perfection, mais les bidons d'huile de pétrole et fuient, et puis c'est cher, etc., etc. Donc on n'est pas loin. Retrouver l'étroitesse des murs, le poids des couvertures insuffisantes. Ouais, des fois, il dort avec son manteau. Mais fil invisible qui le tire maintenant le ramène vers la fenêtre, réveil brutal au moment où il allait traverser la vitre. Sensation de chute dans le lit, corps lourd, glacé. La chambre qui semble plus petite encore qu'avant le rêve. Là encore, wow, quelle notation!
Et là, moi, je m'en vais ailleurs, rien à voir. Mais je pense au film de Georges Perec, en 1974, Un homme qui dort. Il me semble que votre proposition gagnerait en se laissant contaminer par ce qui reste de sensations du sommeil, même pendant le rêve. Condenser le texte d'un quart ou d'un tiers, mais laisser venir des sensations plus flottantes, plus imprécises, comme trouées par les images concrètes que vous y avez insérées. Et il repart. Altitude indéterminée, voire configuration des îlots, mais aussi détails impossibles à cette distance. Tramway, étincelles bleues, des élévateurs, tout simultanément proche et lointain, déplacement par des courants ou immobilité absolue, difficile de savoir. Toi qui passes lentement, cheminée, crachant vapeur, réservoir d'eau, neige en plaques, froid intense, mais comme souvenir d'un froid, une sensation qui appartient peut-être au corps, resté dans le lit, Brooklyn Bridge, la suspension des câbles, le chapelet lumineux de l'eau noire où tremble leur reflet, mais tout cela incertain, vu ou imaginé voir, dérive vers le nord, si c'est bien le nord, chantier des gratte-ciel, squelettes d'acier qui montent, certains dépassent les nuages, continuent dans l'obscurité intérieure où brillent les fenêtres de construction qui n'existent pas, tentent de descendre. Et voilà où on en était. Et là, je lui reparle un petit peu et je reprends la suivante. Et la suivante parce qu'elle était ultra brève. Et là, elle est là. Attendez, je prends... C'est là une double page dans le petit bouquin du Seuil. Là, c'est la page 32-33. Donc, c'est Commonplace Book, toujours la 14 et la 15. La 14, Hide a sound in the dark. Un affreux son dans la nuit. Et la 15, Bridge and slimy black waters, un pont au-dessus d'une eau noire et visqueuse. Et je vais lui faire les deux, tour à tour. Alors, sujet, Hide a sound in the dark, affreux son dans la nuit. Rêve récurrent, plusieurs nuits de suite, Randolph Carter éveillé dans une chambre obscure. Pas sa chambre habituelle, une pièce qu'il reconnaît comme sienne dans la logique du rêve. Obscurité absolue, main devant un visage invisible. La fenêtre doit être murée, drapée de tissu épais. Le silence d'abord, puis conscience progressive d'un son. Impossible de localiser sa provenance. Pas des murs, ni du plafond, ni du plancher. Semble venir de l'obscurité elle-même, comme si le noir produisait ce bruit. Ni grincement, ni grattement, ni chuchotement, mais quelque chose d'organique, humide peut-être. Mouvement de chair sans os, respiration d'un organe sans poumon, son qui ne reste jamais identique. Carter, immobile dans le lit, ne peut ou ne veut allumer sa lampe, bras paralysé non par la peur mais par une certitude obscure que voir à la source du son serait pire que l'entendre, une durée impossible à évaluer, des minutes ou des heures dans le noir, le son qui continue, s'approche peut-être, ou bien l'obscurité qui elle-même se contractait. Carter comprend que ce n'est pas une chose qui fait du bruit, mais qu'une chose essaye de parler, tente depuis le début de communiquer, terreur non du son lui-même, mais de ce qu'il pourrait devenir s'il réussissait à former un mot compréhensible, une phrase articulée dans le noir, se réveille au moment où le son semble sur le point de réussir, de prononcer quelque chose de distinct. Voilà. Et vous voyez, pour moi, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire là, je prends ces machins, j'y passe 3-4 heures de plus, j'ouvre mon KDP, et puis je le mets en page, c'est bien joli, et je dis... voici un livre de nouvelles fantastiques écrite par François Bon et dédié à Lovecraft, quelque chose de joli. Regardez ça par exemple, c'est pas joli ça? Félix Guattari, 65 rêves de Franz Kafka. J'adore ces petits bouquins. Je pourrais prendre ça et là reprendre ce texte, juste à rebidouiller quelques articles, quelques trucs et dire waouh, 21 histoires fantastiques sur... dédiés à la mémoire de Howard Phillips et Lovecraft. Ça n'a aucun sens. Ce que je veux partager, moi, c'est vous dire, prenez ça, Hide a sound in the dark, et allez ouvrir vos logiciels, et vous, faites-le travailler pour que ça revienne, que ça rejoigne ce que vous savez formuler de votre propre anxiété. Et là, on aura quelque chose. Alors... ensuite, je le fais retravailler. Non, je l'avais la suivante, justement la 18.
Comme par hasard, la note suivante dans le calepin de Lovecraft, c'est la suivante, Bridge and Slimy Black Waters, un pont au-dessus d'une eau noire et visqueuse. Providence est une ville où l'eau est très présente. L'estuaire de la Seekonk, la maigre Providence River qui sépare le centre-ville du quartier universitaire qu'habite Lovecraft. Que faire d'une telle image? Et il y va. Alors là, pareil, je vous l'économise. Le pont clapotis, lourd, pas de vagues contre les piliers, mais quelque chose qui frotte contre une structure métallique, une montée, une descente régulière, une respiration presque. Oh, Randolph Carter s'arrête au milieu du pont, regarde de nouveau vers le bas, l'eau plus proche maintenant, bien qu'elle soit toujours à même hauteur, comme si la surface montait, gonflait. Dans cette proximité nouvelle, il distingue la texture précise de liquide, des filaments qui flottent, des membranes translucides, une matière qui n'est pas seulement eau polluée, mais substance vivante, ou ayant été vivante, une chose qui émerge lentement, pas une créature définie, mais une masse informe, protubérance noire qui sort du liquide visqueux. Se dresse, oscille, pas de visage ni d'yeux, mais Carter sent qu'elle le perçoit, qu'elle est consciente de sa présence sur le pont. Il commence à reculer, lentement, pour ne pas attirer davantage l'attention. Les planches craquent sous ses pas, le bruit amplifié dans le brouillard, quelque chose dans l'eau réagit, une masse qui ondule plus rapidement, etc., etc. Vous voulez voir la suite? Téléchargez le PDF. Et moi, bon, voilà, maintenant on va, je sais plus, merci, vous laissez venir une densité un peu lourde qui va au-delà de Dunsany, mais qui correspond bien à cette ambiance des années 1930, au sortir de la Grande Dépression, très présente dans la transition du cinéma muet au film de ces années, comme aux ambiances de Dashiell Hammett, grâce à qui Lovecraft, en 1934, peu après sa mort, début 37, verra enfin un de ses textes publié dans un livre. C'est vrai. Il me semble que le texte ci-dessus, s'il prenait confiance dans cette esthétique noire à la Dashiell Hammett, pourrait s'alléger, se concentrer sur un vocabulaire plus restreint de sensations qu'il gagnerait alors en abstraction, en renforcement des lignes. Et bon, c'est ce qu'il fait. Allez, maintenant on va. On est sur la bonne voie. Je vous en propose un dernier. Des portes qu'on retrouve, alors c'est pas le 18, c'est le 17. C'est le 17. Des portes qu'on trouve mystérieusement ouvertes ou fermées provoquent la terreur. Vous voyez, j'en ai fait quand même un paquet, hein. Des portes qu'on retrouve mystérieusement ouvertes ou fermées provoquent la terreur. On pense à cet hôtel qui va accueillir le narrateur de The Shadow of Innsmouth. Donc le Innsmouth, là aussi, il est dans ma petite collection, dans cette ville fictive où tout deviendra peur jusqu'à l'épilogue dans un hôpital psychiatrique. On garde la tonalité du précédent. Et je lui dis à chaque fois, mémorise l'avancée stylistique qui a été la tienne. Ça va au-delà du style. Là, pour moi, ce texte, oui, il y avait une réussite. J'y suis pour quelque chose. Mais pas complètement. C'est pas complètement qui est intéressant. Rêve d'une nuit à l'hôtel, ville côtière inconnue. Donc toujours, il reste dans cette histoire de rêve, il reste dans cette histoire de Randolph Carter, il utilise toujours le présent. Et à chaque fois, on stocke. Randolph Carter, bon, je le laisse. Merci pour cette suite d'exemples, parce que là, je voulais arriver à ce qui sera ma conclusion. Maintenant, une question sur la démarche. Un musicien, chaque matin, fait ses gammes. Un compositeur jouera quelques partitions classiques avant d'en revenir à sa propre création en cours. Pour nous, écrivains, l'idée de ce fitness préalable est toujours assez malvenue. Pourtant, on retrouve cette pratique dans les cahiers de Kafka, dans les carnets de Henry James. Lovecraft lui-même, en 1933, crée une suite de compressions, 52, avec des résumés en quelques lignes de nouvelles de Arthur Machen, Algernon Blackwood, Ambrose Bierce ou Montague James, pour en tirer des sujets exploitables. Carnet 1933, c'est sur mon site, allez-y voir. Malgré la complexité de vos algorithmes, à un moment donné de ce dialogue, l'écrivain humain va devoir reprendre la main. Oui, il sera plus armé, la matière rassemblée sera plus complexe, mais son souffle, sa voix, sa syncope propre sont nécessaires. Il faut presque gratter la toile et recommencer. Ce relais de l'application générative à l'artiste humain, pouvez-vous le prédire et comment pouvez-vous faciliter ce relais, cette reprise? Ça, vous savez qu'à chacun de mes exercices, j'ai tenté de faire ce renversement. Et voilà ce qu'il nous me propose. Sur le relais entre génération et écriture humaine, votre question touche au cœur du dispositif
que nous venons d'expérimenter ensemble. Quelques observations sur ce moment du relais. Ce que l'exercice a produit. Matière brute organisée, non pas texte fini, mais échafaudage. Réseau d'images, vocabulaire resserré, syntaxe contrainte, phrase nominale, virgule, tirée, tonalité établie, brume dunsanienne, noir, année 1930, figure récurrente, Randolph Carter comme masque. Et chaque fois, il y a quand même un écart par rapport aux dés que j'ai lancés. On me renvoie des dés qui sont différents. Tout cela constitue un territoire balisé où l'écrivain humain peut maintenant se déplacer avec plus de liberté, paradoxalement, parce que le cadre est posé. L'agent conversationnel, l'application générative, me dit « Je vous autorise plus de liberté parce que on a travaillé ensemble le cadre. » Contrainte révélatrice, en imposant la suppression des adjectifs, l'usage du présent, une condensation progressive, nous avons créé une résistance productive. Nous avons musclé la langue plutôt que de la diluer. Ces contraintes restent disponibles comme outils. Writer humain. Alors là, c'est les limites aussi de l'agent conversationnel. Me voilà writer humain. Writer humain, c'est mon nom. Writer humain, bonjour, c'est mon nom. Peut choisir lesquels garder, lesquels transgresser. La transgression devient alors un geste conscient. Et mets ça dans ta poche. Gratter la toile, reprendre un des textes produits, le recopier à la main, me suggère-t-il. Geste physique essentiel. Et c'est lui qui le dit. Mais où on est ? Laisser la main modifier en recopiant, couper ce qui résiste, amplifier ce qui pulse, ou partir d'un seul fragment, etc. Comment je peux faciliter ce relais ? Offrir des points d'entrée multiples, pointer les moments de tension et cartographier plutôt que rédiger. Et c'est justement ce que je veux l'inciter à faire. Mais cette formulation, cartographier plutôt que rédiger. Ce qui est important pour moi, c'est que oui, c'est la démarche même du creative writing. C'est-à-dire comment on travaille l'espace temporel et technique et idéal en amont du premier jet. Accepter l'inachèvement. Un texte génératif qui s'arrête volontairement avant résolution laisse la porte ouverte. La frustration créée appelle continuation humaine. La frustration créée appelle la continuation humaine. Le fitness que vous avez évoqué, ce que je peux dire, etc. Alors, démontage du texte Le Pont, par exemple, matière pour reprise, brouillard qui monte, sans le sel et la vase. Là, j'insiste, on est tout à la fin, mais c'est important, la dernière petite truc. Travée trop longue, pilier qui s'enfonce, planche qui cède légèrement sous les pas, la surface qui ondule, boursouflure, tiens, il m'a mis 2 F, qui monte et s'aplatit, se clapotit lourd, quelque chose frotte contre les piliers, filaments qui flottent, membrane translucide, protubérance noire qui se dresse, oscille, planche qui craque, éclaboussure lourde, métal qui résonne, quai de pierre couvert d'algues noires, entrepôts abandonnés, traînées, visqueuses, et questions ouvertes. Alors là aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que mentalement, pendant le temps même où t'écris, qu'est-ce que le ciboulot, lui, va chercher comme suite de questions, alors que toi, tu t'aperçois même pas de ce fonctionnement intérieur, par essence muet. Pourquoi Carter était-il en route vers le fleuve ? Que fuyait-il ? Que cherchait-il ? Les masses dans l'eau, une seule créature qui se divise ou une multitude ? Cette providence autre, un passé englouti ou un futur submergé ? Que se passe-t-il s'il plonge dans l'eau ? Que se passe-t-il s'il reste sur le quai ? Les entrepôts sont-ils vraiment vides ? Y a-t-il d'autres présences sur cette rive ? Voilà. Fragments à conserver. Et ce qu'il me propose s'arrête au plus proche maintenant. Surface qui gonfle, distingue filament qui flotte, membrane translucide. Et là, moi, ce serait le jeu du prompt. C'est-à-dire, je copie cette phrase, s'arrête au plus proche maintenant, et je lui dis « Ok, maintenant tu prends cette phrase comme modèle et tu réécris ton texte en prenant la musique. » Et là, je lui dis la musique qu'il faut prendre. Ce qui manque, sensation du bois sous les pieds, odeur précise de l'eau, au-delà de la vase, quelle puanteur exacte. Le son de la respiration de Carter, haletante, contrôlée. Le moment où il comprend vraiment, pas progressif, mais soudain, le dialogue intérieur, panique, rationalisation, acceptation. Détail infime, un objet, un mot sur le quai. Suggestion de reprise. Et là, voilà. Alors, sur ce démontage auquel vous procédez,
Mon trouble, voilà ce que je lui dis, mon trouble s'exprimerait ainsi. J'ose dire trouble. Ce démontage auquel vous procédez, où le texte apparaît à l'horizon comme restant impossible à construire, m'apparaît en l'état littérairement plus fort que les rédactions que vous en proposez. On pourrait même lire à voix haute ce que je viens de faire, ou performer ou filmer ce démontage en tant que le texte produit. Est-ce que cela vous choque ? Réponse. Sur le démontage comme texte en soi, non, cela ne me choque pas. Au contraire, cela confirme quelque chose d'essentiel sur la nature de l'écriture et sur ce que je peux vraiment apporter. Ce que révèle votre remarque, le démontage préserve l'énergie potentielle, alors que le texte fini dissipe cette énergie dans la résolution, la liaison, la fluidité narrative. Ce démontage maintient la tension, laisse des espaces béants, respiration, etc. La liste comme forme poétique, depuis Whitman, Francis Ponge, les inventaires de Pérec, ça me ressort toujours un peu la même chose. On sait que l'énumération porte une charge poétique propre, différente. Bon, ça, j'avais pas besoin qu'ils me disent ça. Mais là, l'inachèvement comme geste esthétique. Alors, qui me cite l'inachèvement comme geste esthétique? Les esquisses de Giacometti, plus vivantes que les sculptures finies. Les carnets de Pessoa, Fernando Pessoa. Première fois qu'il me les cite. Et la première fois qu'on a un lien de Pessoa à Lovecraft. Publié tel quel, fragments présocratiques qui résonnent davantage que des textes complets. Cela dit, ce que cela dit l'agent conversationnel, de mes limites, entre parenthèses, fécondes. Je ne sais pas finir, ou plutôt mes finitions sont conventionnelles, attendues. Ma syntaxe se referme, le rythme s'aplatit, la résolution narrative éteint le mystère, là où ce démontage laisse le feu ouvert. Le texte fini l'aurait recouvert de cendres tièdes. Dit-il ? Je cartographie mieux que je n'habite. Le démontage comme partition, précédent littéraire de cette forme, les carnets de Coleridge, les cahiers de Valéry, l'espèce d'espace de Georges Perec, les notes de W.G. Sebald, les carnets de sous-sol de Dostoïevski, une forme fragmentée, heurtée, etc. Ce que cela implique pour notre pratique, et là, moi, évidemment, allez, merci d'être resté là. Je le fais pour moi, tout ça, forcément, mais je sais bien que ce genre de boulot, c'est pas pour avoir des vues, évidemment, mais se dire, ceux qui en auront besoin. C'est agent conversationnel de Anthropic en novembre 2025, exactement 100 ans après les notes de Howard Phillips Lovecraft, Commonplace Bog, 1919-1934. Cette temporalité comme ça compte. Dans un an, il produira autre chose. Et j'aime bien conclure. Merci. Ce matin, quelque part au sortir d'une bouche du métro de Boston, Claude Shannon a fraternellement serré la main de Howard Phillips Lovecraft. Quelle belle image de clôture, dit-il, me répond-il, ce serrement de main impossible, anachronique et pourtant parfaitement juste. Non, ils y ont été ensemble dans la ville en même temps. Ce matin, quelque part entre nos échanges sur Lovecraft et nos conversations antérieures, ils se sont effectivement rencontrés dans cet espace que nous avons ouvert, territoire du texte en suspens, de la matière non résolue, du protocole plutôt que du produit fini. Merci. Merci pour cette séance d'écriture, merci pour la rigueur des contraintes, merci d'avoir accepté que le démontage soit le texte. Tu lui dis merci, oh merci, merci de votre merci, oh merci de votre merci, c'est fort, mais il faut bien arriver à quelque chose. Par contre, à un moment donné, lui, il casse. La main tendue, me dit-il, reste la main tendue. Merci, au revoir. Wow! Howard Phillips Lovecraft, Commonplace Bog. Mais vous l'êtes déjà, probablement, non? Faites vite.